24h sur 24. 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 21 février, il fait beau et au studio Radio Grand Lac, j'ai prévu aujourd'hui de vous parler déco, mais pas que, décoration. On peut pas parler de décoration sans parler de l'histoire de l'art tout simplement. Alors quand on parle dans cette émission de décoration, on parle souvent des tendances, on parle des différents styles, des différentes inspirations pour créer un intérieur qui vous ressemble, mais aussi qui suit des règles bien précises en dehors du côté créatif. Pour connaître toutes ces inspirations, toutes ces règles auxquelles il faut, on va dire, un peu se plier entre guillemets bien entendu, mais toutes ces règles vont donner un élément d'inspiration, une trame à suivre. C'est pour cela qu'on fait souvent notre fameuse planche d'ambiance, et pour suivre cette trame, eh bien il faut un minimum connaître l'histoire de l'art. Un minimum, c'est évidemment ironique, il y a tellement de choses à voir. J'ai décidé aujourd'hui de consacrer cette émission à l'histoire de l'art. Alors on va remonter loin, on va remonter jusqu'à l'Antiquité. Je vous rassure, cela va être passionnant, va être intéressant et enrichissant, et non pas du tout ennuyeux. J'entends déjà certaines personnes dire oh là là, l'Antiquité, l'histoire de l'art, ça va être un peu rasoir. Eh bien non, au contraire, on va apprendre plein de choses ensemble, et vous avez certainement des connaissances où vous allez vous dire ah bah oui tiens, ça je le savais, ou alors à l'inverse se dire ah bah ça je me posais toujours la question. Eh bien aujourd'hui j'ai la réponse. Alors comme le veut la coutume dans votre émission Tendance déco, on attrape de quoi noter, parce qu'alors là je vous dis ça va être une mine d'informations, et je vous retrouve juste après une toute nouvelle chanson de Miley Cyrus pour vous parler de l'histoire de l'art. À tout de suite. Radio Grand Lac. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica, on est ensemble sur le 92.1 dans votre émission Tendance déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. Comme je vous le disais juste avant Miley Cyrus, on parle aujourd'hui de l'histoire de l'art, puisqu'on ne peut pas faire un projet de décoration et d'architecture d'intérieur sans passer par la case apprentissage de l'art. Alors l'art, c'est subjectif, l'art c'est vaste. Qu'est-ce que c'est déjà l'histoire de l'art? Alors l'art, on parle des arts plastiques, on parle de tout un tas de choses. L'art reprend évidemment tout ce qui est mode, intérieur, maison, musique. On va pas parler de tous les arts en général, mais surtout ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire l'histoire de l'art qui se relie, on va dire, à la décoration intérieure. Alors les arts plastiques, c'est tout ce qui va être peinture, sculpture, il y a énormément de choses, et l'histoire de l'art remonte très loin. Comme je vous le disais, la toute première partie, alors rassurez-vous, je fais une parenthèse, on va pas non plus faire des cours d'histoire, ça reste quand même une trame qu'on va suivre jusqu'à nos jours, et donc comme je vous le disais, remonte à l'Antiquité. Donc l'Antiquité, on va parler plus précisément des 3 mouvements qui remontent à l'Antiquité. Il y a donc l'Antiquité, ensuite il y a le Moyen-Âge, et enfin les temps modernes. Ça va être le premier grand temps fort de l'histoire de l'art. Alors, les 3 grandes catégories dont je viens vous parler prennent à elles seules plusieurs sous-catégories, évidemment, sinon c'est pas drôle. On va commencer par parler de l'Antiquité, puisque c'est de là qu'on va puiser l'origine de l'art. Alors, l'Antiquité démarre avec l'époque des Égyptiens. On est en 2500 avant Jésus-Christ. Les Égyptiens vont commencer, on va dire, le point de départ de tous les mouvements artistiques en construisant, eh bien, évidemment, des pyramides. C'est là qu'est créée la première pyramide, et ensuite des sculptures, des monuments, des peintures, tout l'art égyptien dont on connaît. C'est, on va dire, le point de départ, la naissance de l'histoire de l'art. Et puis ensuite, donc au cours de cette antiquité, après l'histoire des Égyptiens, et puis on va dire de la chute de l'empire égyptien par les Grecs, on va avoir évidemment
tout ce qui est au sein de l'Antiquité, l'Empire grec. Alors l'Empire grec, évidemment, qui va démarrer et qui marque la fin de l'époque égyptienne avec la chute de Cléopâtre. Alors évidemment, Cléopâtre, tout le monde la connaît. Alors une fois qu'on entame cette période où on va avoir un mouvement grec qui va régner, donc c'est une période qu'on appelle classique, et là on remonte vraiment au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors on va démarrer des architectures nouvelles, on va créer des sculptures nouvelles comme des vases, on va créer à cette époque des colonnes, on va créer des maisons avec des colonnes, des toits à 2 pans, on va créer tout un tas de nouvelles arts, et c'est ce qu'on appelle l'art grec, tout simplement. Et puis le dernier grand mouvement, on va dire, de cette antiquité, quand tout le monde connaît l'Antiquité, eh bien ça va être l'Empire romain. L'Empire romain, on peut aussi les appeler les Étrusques, et c'est un peuple qui va être influencé par l'art grec. Juste avant eux, les Grecs ont régné, et ensuite on va avoir le romain, qui sont des plus grands bâtisseurs. Ils vont s'inspirer de l'art grec, mais ils vont créer des gros bâtiments comme le Colisée par exemple. Ça va être des gros monuments architecturaux, on va dire, travaillés à cette époque. En France, on connaît plusieurs monuments qui sont inspirés de l'Empire romain, comme par exemple la colonne Trajane, qui est inspiré, on va dire, d'un empereur romain qui s'appelle Trajan, et on a cette colonne Trajane place Vendôme. Alors c'est une copie, ce n'est pas la vraie, mais en tout cas pour vous situer visuellement de quoi je parle, ce que vous voyez place Vendôme, eh bien c'est une copie de cette fameuse colonne inspirée par les Romains. Et puis ensuite, au 5e siècle, eh bien on a la chute de Rome, et c'est à ce moment-là qu'on va entrer dans le Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge marque un nouveau départ pour tout ce qui est courant artistique, et là vous allez voir qu'il y a énormément de choses. En tout cas, pour cette première partie, on va dire de l'histoire de l'art, des arts plastiques, etc., on n'y est pas encore, mais la première grosse partie, c'est à cette époque-là, l'Antiquité, le Moyen-Âge, ensuite les temps modernes. Mais voilà, pour cette première partie Antiquité, à noter Égypte, Grec, et enfin les Romains, pardon. Donc les Romains, la chute de l'Empire romain marque l'entrée dans le Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge, c'est une nouvelle page qui s'écrit. Donc on est au 5e siècle et on a la fin de l'Empire romain, la chute de l'Empire romain. On va donc rentrer dans différentes phase, si je puis dire, de l'histoire de l'art. On va avoir dans un premier temps le christianisme, où on a énormément de sculptures, de peintures. Sur les peintures, on a un changement de la façon de voir les choses, de la vision aussi de comment se projeter. On va être vraiment dans quelque chose de très différent du réalisme grec. Par exemple, on a des peintures qui sont faites avec des mauvaises proportions, avec des perspectives pas du tout respectées. On est à plat sur une page, sur un tableau. On a vraiment quelque chose de grossier, si je puis dire. Et on a également un retour à l'efficacité du simple. C'est vraiment, ça renvoie à ce que je disais, à une mauvaise proportion, des mauvaises perspectives. Voilà, on voit une table et des chaises, et bien on dessine une table et des chaises, et peu importe s'il n'y a aucun volume qui est ressenti quand on regarde ce tableau. Tout ça, ça va se passer du début du 5e siècle, donc comme je vous le disais, début du Moyen-Âge, jusqu'au 8e siècle. On a ensuite quelque chose qui démarre et qui s'appelle le Nouvel Art. Donc dans la période du Moyen-Âge, on a le Nouvel Art. Ça, c'est au 8e siècle. On a quelques références de films, de peintures, en tout cas qu'on connaît évidemment dans le milieu artistique. Et puis ensuite, on va avoir ce qu'on appelle en l'an 1000, alors encore une fois, c'est pas d'hier, mais en l'an 1000, on a ce qu'on appelle l'âge d'or du Moyen-Âge. Donc là, on va basculer sur l'art roman. En l'an 1000, on va avoir des choses qui sont
massives. On va avoir des constructions, par exemple, qui sont massives, des églises qui sont primitives. On va avoir des gros bâtiments, comme par exemple à Toulouse, la basilique Saint-Germain du 11e et 12e siècle. On a la cathédrale de Pise, pour vous donner une idée de la robustesse des bâtiments qui peut être construit de par cette architecture. On a énormément de sculptures, on va avoir des églises qui vont être construites sous telle, on va dire, architecture, en suivant ces règles un petit peu particulières. Tout ça, vraiment, va marquer une époque architecturale. Et puis, on va avoir une autre période qui arrive derrière et qui va vous parler très certainement, puisque c'est l'art gothique. Alors tout ce qui est architecture gothique, on le retrouve énormément dans les églises, dans les cathédrales. Et là, cet art gothique marque vraiment un tournant, puisqu'il va, en dehors de son aspect esthétique visuel, eh bien, il va marquer un tournant sur une prouesse d'ingénierie vraiment particulière, puisque on va avoir la possibilité de faire des arcs en ogive, d'ouvrir avec des vitraux, de rajouter des vitraux pour faire entrer de la lumière, pour créer des dessins, des couleurs, apporter vraiment autre chose. Et on reconnaît tout de suite, systématiquement, des églises ou des bâtiments travaillés sur on va dire, d'inspiration gothique. On a tout simplement, alors je vous la fais simple, mais quand on a envie de parler de choses, on s'arrête plus. Mais on a vraiment cette prouesse qui fait qu'on est vraiment sur, on n'est plus sur du mur porteur, et c'est pour ça qu'à l'époque, ils vont pouvoir ouvrir pour mettre du vitrail. Donc c'est pour l'époque, en tout cas, une vraie prouesse incroyable, mais vraie en tout cas, de ce qu'est l'art gothique. Vous pourrez la reconnaître, en tout cas, à chaque fois que vous verrez une église et que vous verrez des vitraux, des arcs en ogive, des voûtes dans les plafonds, eh bien voilà, vous penserez à cette information. On est sur de l'art gothique. Ça fait bien, quand on est en visite avec plusieurs personnes, vous pourrez le dire, ça marque bien. Ensuite, on a à cette même période, en tout cas, le développement des hôtels de ville en art gothique. Alors, on a un exemple à Bruxelles, par exemple. Tous les hôtels de ville que vous verrez construits sous cette forme gothique, eh bien, ça prend sa forme de là. Et puis, alors là, on n'oublie pas, on est toujours au Moyen-Âge, et là, on va avoir la fin du Moyen-Âge qui va se dessiner avec un changement d'époque. On va passer au 19e siècle. Et alors là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. On peut dire que on en reparlera après, mais on va avoir vraiment des dates très marquantes pour changer les styles, les mouvements artistiques. On est donc là à la fin du Moyen-Âge et on va basculer dans les temps modernes. Alors attention, les temps modernes, c'est pas du tout moderne. C'est eux qui disaient qu'ils étaient modernes, mais pour nous, ils ne le sont pas du tout, du tout. Je vous propose de faire une petite coupure parce que je ne veux pas vous noyer, je veux pas vous endormir avec tout ça. En tout cas, on a passé en revue aujourd'hui l'histoire de l'art. On a passé pour un premier temps l'Antiquité, le Moyen-Âge. On arrive juste après Maroon 5 avec les temps modernes. Restez avec nous sur le 92.1. À tout de suite. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica, on est toujours ensemble pour cette nouvelle émission Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. Aujourd'hui, on fait une parenthèse dans l'histoire et l'histoire de l'art nous apprend beaucoup de choses si on veut suivre des tendances déco. Aujourd'hui, même en 2023, il faut s'inspirer de l'histoire pour suivre un schéma et avoir en tout cas quelque chose d'harmonieux. Ou alors tout simplement par envie de savoir, de connaître et d'avoir, pourquoi pas, envie d'en savoir plus, en tout cas au travers de ces métiers de décoration et d'architecture d'intérieur. Alors on a passé en revue sur cette première partie d'émission les différents courants et en tout cas celui qui démarre les arts décoratifs. L'histoire de l'art, c'est l'Antiquité. On a vu également le Moyen-Âge. On va passer maintenant à la suite, avant en tout cas le 19e siècle,
Il s'agit de la période qui s'appelle les temps modernes. Alors, les temps modernes, elle va durer le 16e, le 17e, le 18e siècle et elle est marquée par une date en particulier qui va vraiment marquer un tournant de l'histoire de l'art, c'est 1492. C'est une date certainement que tout le monde connaît, c'est la découverte des USA. Alors les temps modernes, comme je vous le disais juste avant la pause, c'est pas les temps modernes comme on pourrait se l'imaginer nous en 2023. Au Moyen-Âge, ils se sont appelés eux-mêmes, à l'époque des temps modernes, ils se sont appelés eux-mêmes les temps modernes puisqu'ils se trouvaient quand même nettement plus en avance que les personnes et les courants du Moyen-Âge. Donc, vous voyez, tout est relatif, évidemment. Alors, les temps modernes démarrent avec l'époque qu'on appelle la Renaissance. Et la Renaissance, on va avoir des artistes vraiment qui vont marquer cette époque, des peintres, des artistes que tout le monde connaît. Et en tout cas, voilà, qui marque une franche distinction avec ce fameux Moyen-Âge qui était à l'époque considéré du coup comme des barbares. Alors la Renaissance, comme je vous le disais, donne naissance à des grands noms comme Donatello, Michelangelo qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine, qui a peint énormément d'autres choses. On a aussi donc Leonardo qui a peint la célèbre Mona Lisa et que vous pouvez découvrir au Louvre à Paris. On a également Raphaël qui va avoir un goût particulier pour tout ce qui est esthétique, pour la couleur et on va retrouver également dans beaucoup d'œuvres de la Renaissance. Alors on a donc ce premier temps des temps modernes qui est la Renaissance et qui ensuite va bifurquer sur le baroque. Alors la Renaissance marque quand même la fin du XVe siècle jusqu'au début du XVIe siècle. Ensuite, on bascule sur un nouveau courant artistique, le baroque. Donc le baroque va démarrer à la fin du XVIe jusqu'au XVIIe siècle et on va avoir encore une fois des grands artistes de l'histoire de l'art qui vont être révélés à ce moment-là. Alors certains vont peut-être pas forcément vous parler, mais il y a Le Bernin et qui crée du marbre avec Apollon et Daphné, l'enlèvement de Proserpie. Toutes ces œuvres culturelles sont vraiment issues de l'époque baroque. On en a énormément d'autres, mais je ne vais pas toutes vous les citer. On disait souvent qu'un jour une œuvre, si c'est trop pour vous, vous pouvez faire une semaine une œuvre et tout ceci vous permet de découvrir certains grands mouvements. Évidemment, on peut partir du point de départ qui est donc l'Antiquité. Au XVIIe siècle, on a certains artistes qui ne sont pas d'accord entre eux et on a une petite dispute, on va dire, entre tous ceux qui vont prôner le plaisir et la rondeur et les plus classiques. On va avoir certains peintres qui sont qui sont connus en tout cas comme Nicolas Poussin et on va basculer à cette époque-là sur en tout cas quelque chose que tout le monde connaît, c'est Louis XIV qui veut un style de jardin à la française et qui va donc se faire construire, si on peut dire comme ça, Versailles avec son paysagiste qui est le nôtre. Alors toutes ces informations, toutes ces histoires de l'art peuvent être évidemment creusées par vos soins, peuvent vraiment ça peut-être réveiller en vous certaines curiosités et se dire ah oui tiens je me suis jamais penché là-dessus, j'aimerais bien savoir pourquoi, etc. On arrive suite à cela au XVIIIe siècle et on va avoir une période qui est classique et qui va laisser la place, en tout cas qui était classique et qui va laisser la place à ce qu'on appelle le rococo. Alors évidemment, toute cette période rococo, ça va être le bling bling, ça va être des dorures, ça va être des excès et on va avoir en référence Marie-Antoinette avec plusieurs tableaux aussi au niveau de l'aspect culturel. On va avoir des tableaux qui vont marquer aussi cette époque du rococo, comme par exemple Fragonard, et on va avoir énormément de sculptures ou alors en tout cas d'ornements, en dorure. Alors on
peut retrouver par exemple toutes ces dorures place Stanislas que évidemment tout le monde connaît. Alors cette période rococo va en tout cas marquer cette période des temps modernes et on va ensuite tout doucement s'orienter vers quelque chose qui va se terminer et qui va marquer la fin de cette période des temps modernes. Ça va être la date de 1789 qui va mettre fin à cette période des temps modernes. 1789, et oui, évidemment, c'est la prise de la Bastille. À partir de ce moment-là, on va rentrer dans le 19e siècle et là, on va exploser en termes d'histoire de l'art. Il y a énormément de choses qui vont se créer, se dévoiler. Et là, les mouvements artistiques vont très très vite s'enchaîner jusqu'à aujourd'hui. Et en tout cas, vont succéder à énormément de styles différents qu'on utilise aujourd'hui, plus particulièrement dans nos intérieurs, quand il s'agit de travailler de la décoration et en tout cas de retrouver certains mouvements et certains noms architecturaux quand on voit certains bâtiments. Et ça, jusque même ici à Aix-les-Bains, par exemple, on a vraiment des choses qui sont en tout cas qui sont d'inspiration du 19e siècle et qui sont aussi datées du 19e siècle. Alors, je vous propose de faire une autre petite coupure parce que à nouveau, c'est énormément d'infos, cette histoire de l'art que j'ai envie de vous partager avec vous aujourd'hui. On l'a fait courte, on l'a fait brève, on se donne une trame, on passe dans le 19e siècle, juste après une chanteuse qui est beaucoup plus moderne que ça et qui est Pink. Je vous retrouve juste après, à tout de suite. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica, on est encore ensemble sur le 92.1 ou radiograndlac.com. On est ensemble jusqu'à 14h et aujourd'hui on parle de l'histoire de l'art. On ne peut pas parler décoration d'intérieur, architecture d'intérieur sans avoir la base, comme je le disais dans ma publication. Alors l'histoire de l'art, ça remonte à loin. On a passé cette première demi-heure ensemble à voir jusqu'où on remontait. On est à cette heure-ci, 13h33 exactement, au 19e siècle. Alors au 19e siècle, on marque un nouveau courant qui a été donc ponctué par la date 1789 et qui marque la fin d'une époque et qui s'appelait les temps modernes. Dans ces temps modernes, on a la Renaissance, on a le classicisme, on a le baroque. Tout ça, la page se tourne et on rentre dans une nouvelle période. Alors, de 1800 à 1900, les œuvres les peintures, plus précisément, vont exploser. On va avoir un enchaînement de plusieurs œuvres que tout le monde connaît, que beaucoup, en tout cas, vraiment, où vous avez au moins entendu déjà parler de ces œuvres. Alors, par exemple, on a au Louvre l'œuvre de David, le musée des Horaces, ou bien le radeau de la Méduse par Géricault. C'est un mouvement, tout ça, on peut dire qu'on est vraiment sur un mouvement romantique. Alors, en art, bien entendu, attention, ce mouvement romantique est loin de ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire le dîner aux chandelles. On n'est pas dans ce type de romantisme-là en art à cette période-là. On est vraiment sur des choses qui représentent la mélancolie, je vais pas dire le glauque, mais la tragédie, toutes les choses un peu tragiques sont représentées dans ce mouvement romantique à cette période-là. On a également un tableau qui à l'époque fait scandale et créé par un artiste qui va souvent faire scandale, c'est Courbet, et son tableau qui fait scandale, c'est l'origine du monde. Je vous invite à regarder, ça pourrait être assez drôle, je suis sûre que c'est pas du tout ce que vous imaginez. Et puis en sculpture, dans cette première partie du 19e siècle, on va avoir trois grands noms à connaître en tout cas, et pareil encore une fois, en termes de connaissance de l'histoire de l'art, il est toujours bon de savoir situer ces noms d'artistes qu'on a tous entendus au moins une ou plusieurs fois dans sa vie, mais qu'on a du mal à situer. Alors dans cette partie du 19e siècle, cette première partie, en termes de sculpture, on va avoir Rodin, évidemment, et on connaît tous sa superbe sculpture Le Penseur. Et puis, on ne peut pas, évidemment, parler de Rodin sans parler de Camille Claudel, qui était une artiste à part entière et qui a une histoire vraiment très particulière. Elle était
on va dire associée ou en couple avec Rodin. Elle partageait son atelier et elle a connu ensuite une histoire un peu plus triste. Et puis on va avoir évidemment un nom qu'on ne peut pas ignorer, évidemment. Dans ces trois grands noms de la sculpture à cette période-là, on a Bartholdi. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien. Et c'est bien dommage parce que Bartholdi va quand même avoir un rôle majeur sur quelque chose que tout le monde connaît. On est à la fin du XXe siècle et on va avoir une demande, on va commencer à imaginer une sculpture qui va être, on va dire, donnée pour ordre par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, évidemment, avec aux commandes en termes d'ingénierie Monsieur Gustave Eiffel, que tout le monde connaît, et puis Auguste Bartholdi est le sculpteur qui va prendre en charge le projet de la Statue de la Liberté. On est au 19e siècle, en 1865, au début de ce projet, et on va livrer cette Statue de la Liberté aux États-Unis en cadeau, en guise d'amitié, en guise de soutien au peuple pour le centenaire de la Déclaration d'indépendance américaine. Il faut dire aussi quand même, petite parenthèse, qu'elle avait été offerte par les Français aux USA, aux Américains, pour vraiment marquer cette amitié, cette cohésion et son soutien par rapport à l'histoire américaine. Donc ce sculpteur français Auguste Bartholdi a vraiment fait un travail spectaculaire associé à Eiffel Gustave. Voilà pour la petite histoire de la fin du 19e siècle et on va rentrer cette fois dans le 20e siècle. Alors 20e siècle, évidemment, on a beaucoup de choses qui vont être plus parlantes pour toutes les personnes aujourd'hui qui écoutent cette émission. Alors le 20e siècle, on peut dire que on peut l'appeler le siècle des ismes. Alors, isme, pourquoi ? Parce que tous les mots vont se terminer en isme. C'est assez sympa. Donc, c'est un mouvement, on va être dans un mouvement esthétique qui va laisser place à des choses vraiment datées dans le temps par des gens qui travaillent ensemble, des artistes de tous bords qui travaillent ensemble. Et on va avoir 5 grands courants, grands mouvements esthétiques comme ça, qui se termine en isme. Alors, le premier, c'est le symbolisme. Le symbolisme, en 1900, au tout début du XXe siècle, avec énormément d'artistes vraiment connus, dont un de mes préférés est Klimt, par exemple. Alors, si vous connaissez Klimt, vous connaissez son tableau Le Baiser, par exemple. Et si vous ne connaissez pas, eh bien, je vous invite à le découvrir. On est vraiment dans du bling-bling. Et il fait partie de ce fameux courant qu'on appelle le symbolisme. On a ensuite un autre mouvement qui s'appelle les nabis ou les fauves également. Alors là, on est 5 ans plus tard, on est en 1905. Et on a des grands noms également qui font partie de ce mouvement qu'on ne connaît pas forcément. Alors là, le petit plus qu'on va ajouter, c'est la couleur. Dans les tableaux, on va avoir un vrai point d'honneur à faire de l'œuvre colorée. Et on va voir ça avec évidemment 2 grands noms que vous connaissez, Matisse et Gauguin. Ce sont 2 peintres très connus et qui font partie de ce mouvement. Ensuite, on a l'expressionnisme. Alors l'expressionnisme jusqu'aux années 30, jusqu'à 1930. Et l'expressionnisme, par exemple, va être un mouvement marqué par les artistes tels que Van Gogh ou Munch, par exemple, comme son tableau bien connu qui est Le Cri, The Scream, très exactement. Et ce tableau, Le Cri, va vouloir faire ressentir une expression. On va avoir vraiment, au travers de ce tableau, on va ressentir des émotions et c'est le but de ce mouvement esthétique. On passe ensuite, après ce mouvement, au cubisme. Alors, pareil, le mouvement du cubisme peut-être ne vous dit rien, et pourtant, il va faire découvrir un peintre que tout le monde connaît, qui est Pablo Picasso. Évidemment, tout le monde connaît Pablo Picasso. Eh bien, vous saurez maintenant qu'il fait partie du mouvement du cubisme.
Et maintenant que je vous dis ça, probablement qu'en se remémorant certains de ces tableaux, certaines de ces œuvres, vous allez vous dire effectivement, c'est logique, c'est cubique. C'est logique, c'est cubique. Enfin, on va avoir un nouveau et un dernier mouvement qui s'appelle le futurisme. Et alors là, on est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Incroyable parce que à l'époque, ils appelaient ça le futurisme. Et pourtant, quand on regarde certaines œuvres, eh bien, avec notre recul à nous en 2023, on est loin d'être dans quelque chose de futuriste, c'est promis. Si vous jetez un coup d'œil au mouvement futuriste, il s'agit d'un groupe d'artistes italiens qui vivaient à Paris et qui ont décidé de mettre en avant tout ce qui paraissait être important pour eux et également de donner vie au tableau en peignant le mouvement. Alors on va avoir certains tableaux comme le chien tenu en laisse ou d'autres tableaux représentant des voitures qui avancent à tombeaux ouverts. Eh bien, évidemment, il est difficile de presque de deviner ce que c'est, mais ça vaut le coup d'œil. N'hésitez pas à vous pencher sur ce mouvement futuriste. Ensuite, on va avoir, si on revient en tout cas sur à l'origine de ce 20e siècle et au début du 20e siècle, on va avoir à nouveau plusieurs courants, encore une fois. Alors il y a des courants, des mouvements, vous allez dire c'est compliqué, mais tout ça se succède et est très riche et vraiment bien rempli. Je vous disais, ce 19e, 20e siècle est vraiment un tournant majeur dans l'histoire de l'art. On a en 1910, par exemple, un mouvement qui s'appelle l'abstraction. L'abstraction, ça va être vraiment une œuvre, une scène qui va être réduite au strict minimum. Je suis sûre que vous connaissez ou vous avez entendu déjà parler de Piet Mondrian. Eh bien, Piet Mondrian, on va connaître ses œuvres par des carrés, des lignes, c'est très géométrique, et on va avoir une majorité de noir et blanc et 3 touches de couleurs avec uniquement les 3 couleurs primaires, le jaune, le rouge, le bleu. Quand vous voyez ça, c'est forcément inspiré de Piet Mondrian. Il faut savoir qu'à la base, il voulait dessiner des arbres et de fil en aiguille, en enlevant tout le superflu, on est arrivé à ces fameuses lignes géométriques. Et puis on a ensuite un événement qui va se produire, c'est la guerre en 1914 et qui va apporter un mouvement à nouveau, pourtant malgré la guerre, qui est le mouvement Dada. Le mouvement Dada, on va pas s'éterniser dessus, on va basculer tout de suite au surréalisme. Alors, on va avoir vraiment, dans cette période de surréalisme, dans les années 30-40, une introspection et on va avoir vraiment des œuvres qui vont vouloir exprimer ce que la personne ressent. On va avoir des œuvres très connues par Salvador Dali, évidemment, mais encore Frida Kahlo, que tout le monde connaît, Paul Éluard également. Tout ça, ce sont des artistes de ce mouvement de surréalisme. Et puis ensuite, on va rentrer dans la deuxième partie, dans la deuxième moitié du XXe siècle. À nouveau, on va avoir des grands noms, ou en tout cas des noms pas connus, mais pourtant des œuvres que vous connaissez forcément, ou en tout cas intéressantes et inévitables à connaître, évidemment. On a évidemment un nom qui est Jean Dubuffet. Jean Dubuffet qui va créer le musée de l'art brut à Lausanne, donc un excellent musée à visiter. On va avoir aussi Jean Dubuffet qui va faire découvrir le facteur cheval. Évidemment, c'est une œuvre d'art et c'est pas très loin de chez nous. Vous pouvez visiter évidemment le fameux palais parfait du facteur cheval. Ensuite, on a un mouvement qui arrive, c'est les USA qui vont prendre une grosse partie de l'histoire de l'art puisqu'on va avoir la Deuxième Guerre mondiale et cette guerre va faire chuter l'économie de l'Europe. Je veux pas m'éparpiller, on reste vraiment dans l'histoire de l'art et tous ces courants artistiques dans cette deuxième moitié du XXe siècle vont déjà plus nous parler et vont être vraiment tout ce qui fait qu'aujourd'hui on est inspiré. On a différentes tendances évidemment comme l'art déco, etc. Mais tout ça, ça va être de l'art lié aux États-Unis. Moi, je vous parle de l'histoire de l'art ici en Europe, qui concerne l'Europe et notre histoire à nous en France. On a plusieurs artistes américains qui vont quand même marquer l'histoire de l'art, puisque, comme je vous le disais, il y a certaines dates qui marquent des événements dans notre pays et en Europe. On a, à la fin des années 50-60, le mouvement pop art.
là, ça y est, ça nous parle. Déjà, on est dans des années plus récentes. On a vraiment cette envie de faire autre chose, de créer d'autres choses avec les moyens qu'on a plus modernes, et on va transformer ce style pop art avec du collage, du surcollage, etc. Et on a des noms très connus comme Andy Warhol, vous connaissez forcément, ou alors Roy Lichtenstein, très difficile à prononcer, avec un peu d'entraînement ça le fait, qui lui va avoir une technique bien particulière pour retravailler de l'art. Et vous avez forcément déjà vu l'émission Les Amours avec ses visages un peu style pixelisé. Et bien là, ce sont des œuvres, alors pas les images des amours, mais tout ce type de tableau et d'œuvres est signé Roy Lichtenstein. On passe aux années 60-90, on a un courant artistique minimaliste. Donc le minimalisme, eh bien on l'entend encore aujourd'hui, hein, le minimalisme, less is more. On se vraiment, je trouve pas mon mot, mais en tout cas on va se suffire du strict minimum. Eh bien c'est pareil au niveau des œuvres artistiques. Quand par exemple l'œuvre de Malevich, qui a créé une œuvre d'art qui est un carré blanc sur un fond blanc, eh bien on va pas chercher midi à 14h, c'est tout simplement ce qu'on voit ne veut pas dire quelque chose d'autre, il n'y a rien à réfléchir comme d'autres sculptures ou d'autres tableaux qui pourraient amener à une réflexion artistique, là pas du tout, et c'est la naissance de l'art conceptuel. On a énormément d'exemples à nouveau sur cet art conceptuel. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien encore une fois, n'hésitez pas à chercher des œuvres qui font partie de ce courant. Une qui est assez connue et une chaise et 3 chaises. Tout simplement, je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Vous verrez, c'est assez drôle. Ensuite, on passe aux années donc 60-90. Dans les années 60-80, on a le land art, on a le style Fluxus, on a plein de choses avec des noms comme Yoko Ono, par exemple. Et tout ça va vraiment nous faire arriver jusqu'à notre période finalement, puisque les années 90 à aujourd'hui sont celles qu'on connaît, qui sont inspirées par des grands mouvements. Et on est en train, au moment où je vous parle, de créer l'histoire de l'art pour les générations à venir. Toutes les tendances, évidemment, des années 90 à nos jours sont beaucoup plus d'actualité. Et c'est grâce à toutes ces informations et grâce à toutes ces connaissances qu'on va pouvoir aussi parler du style haussmannien. Alors, je l'avais promis sur ma publication, on va parler du style haussmannien en quelques mots. Il nous reste une dizaine de minutes ensemble. On se fait une petite coupure. Je vous laisse encaisser tout ça et on se retrouve juste après pour comment reconnaître à coup sûr le style haussmannien et de quelle époque vient-il. C'est juste après Madonna. À tout de suite. Radio Grand Lac, votre radio. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Il nous reste un peu de temps ensemble pour parler du style haussmannien. J'espère que cette heure ensemble vous a permis d'y voir plus clair dans cette trame de l'histoire de l'art. Alors, il y a énormément à dire, évidemment, et une heure n'est pas suffisante pour passer en revue tout ce qui fait l'histoire de l'art, en tout cas en Europe, là où on est nous, depuis l'Antiquité jusqu'à notre époque à nous. En tout cas, on fait une petite parenthèse dans le style haussmannien. Comment le reconnaître? De quand date-t-il? Tout ce qu'il faut savoir en quelques minutes sur le style haussmannien. Et puis évidemment, restez avec nous sur le 92.1 puisqu'à 14h15, eh bien, on aura la présence de Jo qui va nous faire sa chronique Le jeu du mouvement. Entendez JE et qui vous donnera toutes ces petites astuces. Je vous encourage fortement à l'écouter. On revient à notre style haussmannien. On est au 19e siècle, évidemment. On a des codes très particuliers, mais puisqu'on était dans l'histoire, l'origine est vraiment tirée du nom du baron Georges Eugène Haussmann. Et Georges Eugène Haussmann a pour mission de mener des grands travaux pour moderniser Paris,
tout simplement. Il est missionné par Napoléon pour faire tout ça et cette restructuration laisse la place à des boulevards larges et aérés qu'on retrouve typiquement à Paris, évidemment. Alors on a énormément, puisque je vais vous donner les codes de comment reconnaître un bâtiment haussmannien, vous allez vous dire il suffit que je lève les yeux même à Aix-les-Bains et je vais reconnaître ce style. Alors depuis l'extérieur, il va y avoir des codes à respecter. Les bâtiments sont en alignement parfait. On a des façades en pierre, on a des fenêtres de taille identique, on a des toits en zinc, on a des codes comme ça à respecter pour avoir un style haussmannien. Alors, il faut savoir sur ces appartements que avant chaque étage était une habitation et on avait vraiment des cheminées qui étaient le mode de chauffage de l'époque dans beaucoup de pièces des appartements de type haussmannien. Et quand on rentre dans ces appartements, tout ce qui va être spécifique à ce style sont les moulures, les parquets qui sont des parquets massifs, qui sont posés en chevron, en point de Hongrie, et comme je vous le disais, du coup, les cheminées. Alors, tous ces codes, finalement, qui sont propres au style haussmannien, on va les reconnaître parmi les autres. Alignement des façades obligatoire, évidemment. Et puis, on a une grande innovation, c'est que dans les immeubles haussmanniens, on a le tout à l'égout, c'est magique. On est vraiment présent sur ce style à Paris, dans le 7e, 8e, 9e, dans le 16e et dans le 17e arrondissement. D'autres caractéristiques sont un nombre d'étages maximum, puisqu'il y en a 6, et comme je vous le disais, chacun de ces étages avait un rôle. L'alignement des fenêtres, on a vu, et évidemment des balcons qui sont vraiment sur toute la longueur de l'appart. L'intérieur se veut chic, élégant, on veut du cachet et on veut vraiment du cachet hors pair avec des cheminées en marbre, des moulures en plâtre, des soubassements, des hauteurs sous plafond qui sont vraiment importantes et puis des parquets massifs, le bois vraiment qui renvoie à un style vraiment élégant. On a des décorations avec des ornements en miroir, par exemple, avec des dorures. On a énormément de codes de style haussmannien à respecter pour pouvoir rentrer dans cette catégorie du 19e siècle, des bâtiments du 19e siècle, ordonnés par le baron Georges Eugène Haussmann. Je vais, sur ces belles paroles, vous laisser digérer toutes ces informations. J'espère que cette parenthèse dans le temps vous a plu. En tout cas, moi, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission Tendance Déco. Et en attendant, profitez de votre belle journée ensoleillée. À très bientôt.